Afifa Marzouki a brossé hier l'image de la France telle qu'elle se révèle dans les romans d'Albert Memmi, dont le décor est la Tunisie, et dont les personnages vivent dans ce pays qui est leur pays natal ou qui s'apprêtent à le quitter. Je me propose pour ma part d'évoquer ce que j'appelle la France vue de France, c'est-à-dire la perception de son pays d'adoption par cet écrivain qui a fini par choisir de s'y installer quelques mois après l'indépendance de la Tunisie, du moins à cette perception où la France devient le refuge de cet exilé volontaire et le lieu où devait s'accomplir le deuxième versant de sa vie d'homme et d'écrivain. Je m'appuierai pour ce faire sur Teresa et autres femmes, son recueil de nouvelles, œuvre de fiction, qui, comme ses romans antérieurs, s'inspire beaucoup de sa vie, mais surtout sur deux de ses essais, Portrait d'un juif, publié quelques années après son installation en France, sur trois essais, excusez-moi, donc Portrait d'un juif, publié quelques années après son installation en France, le Testament insolent et Portrait du décolonisé, beaucoup plus tardifs, tous les deux. Je parlerai également des petits recueils de chroniques journalistiques, la série des bonheurs, bonheur au pluriel, ah quel bonheur, et l'exercice du bonheur, et aussi des confidences faites à Victor Malka dans le long entretien que Memmi lui a accordé et qu'il a publié en 2009 sous le titre « La Terre intérieure », ouvrage incontournable à mon avis pour éclairer l'œuvre de Memmi et son parcours. En somme, il s'agit dans cette communication d'examiner si la vision de la France dans l'œuvre de Memmi s'est modifiée après son installation définitive dans ce pays, son accession à la nationalité française et sa rédaction d'œuvres où le souvenir de la Tunisie demeure toujours présent, mais est concurrencé par une présence importante de la France. Si l'on constate une certaine continuité dans son itinéraire intellectuel et son attachement aux causes qu'il défend, si l'on observe même que sa sensibilité d'homme et d'écrivain a peu varié, et si on accepte de ce bilan les œuvres totalement nostalgiques comme son recueil de poèmes Le Mirliton du ciel, ou centré sur le témoignage historique comme Le Pharaon, pourrait-on répondre par l'affirmative à ce questionnement? Cette vision de la France a-t-elle changé? À l'image de l'un des personnages de Teresa et autres femmes, Osman Rahmad Oglu, kurde qui finit par obtenir une carte d'identité française, personnage dont l'un des narrateurs de cette œuvre polyphonique dit que s'il se définit à la fois comme français et kurde, il sait bien qu'il sera de plus en plus français et de moins en moins kurde. Le regard de Memmi sur la France a-t-il changé au fil des ans? La réponse à cette question est complexe, car l'ambivalence de son attitude à l'égard de la France, mise en évidence hier dans la communication d'Afifa Marzouki, à partir de l'étude de la statue de sel et du Pharaon pour l'essentiel, bien que s'étant quelque peu atténuée, cette ambivalence, est toujours présente dans les textes qui forment le corpus de la présente étude. Globalement, dans l'œuvre de fiction qu'est Teresa et autres femmes, le décor est pour l'essentiel celui de Paris, et les personnages, à 2 ou 3 exceptions près, ressemblent à ceux des romanciers ou nouvellistes parisiens. L'analyse psychologique prend le pas sur les préoccupations sociologiques de l'œuvre antérieure. En revanche, son attitude est plus variée dans les essais, très critique par rapport à la France dont Portrait d'un juif, qui reflète les difficultés de sa nouvelle vie en France et révèle qu'il n'a nullement perdu l'acuité de son regard en changeant de pays et de vie. Dans la série des bonheurs, il n'est plus dans l'urgence de la dénonciation tourmentée, mais accède à une sorte de sagesse universaliste faisant l'éloge d'un quotidien où le bonheur est possible. Quand il retrouve sa veine polémique, il prend de plus en plus de distance
par rapport à la communauté majoritaire de son pays natal. Ainsi, la réflexion universaliste, peu encline à la complaisance, mais profondément solidaire du portrait du colonisé, dont on pourrait dire qu'elle est aussi son propre portrait, cède la place à un réquisitoire, sans doute juste dans ses grandes lignes, mais très sévère, d'un portrait du décolonisé, qu'on dirait écrit par une autre personne, quelqu'un qui continuerait à bien connaître le monde dont il parle, mais qui le regarderait à partir de l'Occident. Dans Teresa et autres femmes, à peu d'exceptions près, le décor des récits est parisien, celui d'un écrivain familier de la ville lumière, et évoqué familièrement par les différents narrateurs qui, à l'image du Décaméron ou de l'Heptaméron, se succèdent pour narrer une histoire vécue centrée sur un personnage féminin, d'où le titre Teresa et autres femmes. Bien des éléments de l'espace narratif révèlent que le destinataire de l'œuvre est d'abord un lecteur parisien à qui s'adressent des narrateurs parisiens. Le kiosque qui se trouvait près de la faculté de médecine, le Saint-Claude et sa terrasse, d'où l'on apercevait à la fois l'église intacte depuis des siècles et la rhumerie. Le Saint-Claude est de l'autre côté de la place le Saint-Séverin. La place Saint-Michel, près de sa superbe fontaine baroque, tout cela c'est des citations. Les bus parisiens avec leurs numéros, le numéro 70 qui desservait le quartier de Beaugrenelle, le numéro 72 qu'il faut traverser le pont Mirabeau pour prendre et qu'un personnage choisit à cause de la merveilleuse promenade le long de la Seine, l'université Jussieu, les stations de métro, la station Concorde, la station du Châtelet, voisine de mon logement, précise l'un des narrateurs, station voisine aussi du logement de l'auteur. Des notations forment ce qu'on pourrait appeler des tableaux parisiens. En voilà un exemple. On rencontre tant de gens bizarres à Paris, comme dans toutes les grandes villes, qui parlent seuls, agitent leurs bras pour menacer un interlocuteur ou convaincre une foule imaginaire. Mais même dans Teresa, le plus parisien des livres de Memmi, les souvenirs de Tunisie sont toujours là, car ils continuent de former la matrice de l'imaginaire de l'écrivain, celle qui s'est constituée pendant l'enfance et l'adolescence. Les convives qui racontent dans ce livre des histoires qui, pour l'essentiel, sont parisiennes, sont tous d'anciens élèves du lycée Carnot de Tunis. S'y déploient des souvenirs de sensations visuelles, olfactives, gustatives, les beignets à l'huile de son pays natal, le souvenir du froid qui donne lieu à une comparaison entre autrefois et aujourd'hui. Il est connu que l'on a plus froid en hiver dans les pays du Sud que dans ceux du Nord, qui sont armés contre les intempéries. Souvenir de lieux précis, l'école des sœurs de la rue de Hollande, mais aussi la rue Abdallah-Gesh. Évoquant le soleil de Tunisie, le narrateur-auteur, installé à Paris depuis 43 ans, écrit, nous remarquerons l'adjectif possessif, « Notre soleil, si cruel avec les blondes filles du Nord, qu'il brûlait, fripait, fanait sans recours. » Parlant d'Alger sous le déguisement d'un narrateur qui, comme lui, a fait une partie de ses études dans cette ville, il distingue cette capitale de la sienne en dépit de leurs ressemblances et de leurs défauts communs, parce que, dit-il, j'y souffrais d'abandon, il parle d'Alger, loin des miens et de nos ruelles familières. Ambivalence à l'égard de la France, lieu définitif de vie, incontestablement apprécié, mais résurgence du passé dans le nouveau décor. C'est ainsi que pourrait se résumer l'image de la France dans Teresa, publiée 43 ans après l'installation en France. Portrait d'un juif, publié 6 ans après cette installation, bien que caractérisé aussi par l'ambivalence, s'apparente plutôt à un réquisitoire et dévoile beaucoup de hargne à l'égard du pays d'adoption et de sa population. Cet ouvrage, qui, comme tous les essais de Memmi, est autant le produit de sa réflexion que de son vécu et de son ressenti, traque chez les Français, de façon impitoyable,
les faux fuyants et les non-dits qui répondent au désir sincère d'intégration de ce juif nord-africain qui a choisi de quitter son pays natal pour fuir les faux fuyants et les non-dits de ses concitoyens d'origine. Cet essai nous apprend ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe, car juif d'Afrique du Nord ayant quitté son pays natal parce qu'il avait jugé impossible son intégration à ce pays, Albert Memmi y écrit « Je n'avais achevé la découverte de mon être juif qu'en allant à Paris. Et paradoxalement, certains souvenirs de ma vie de juif, parmi ceux que je n'arrive pas à digérer, appartiennent à cette période. » Il cite une remarque faite par un de ses condisciples sur un enseignant juif de la Sorbonne, remarque anodine mais qui réactive en lui une souffrance ancienne, et la commente ainsi. Ainsi, même là, parmi mes pères, le seul endroit au monde où, me semblait-il, j'aurais dû me trouver le mieux reconnu, le plus égal à tous. Ailleurs, dans une phrase terrible, il affirme la non-fiabilité des discours de ses interlocuteurs, car il y soupçonne un double langage, l'un utilisé en sa présence et un autre en son absence. Je sais que lorsque j'aurai quitté ce salon où l'on me traite à l'instant comme un semblable, je risque toujours de recouvrer mon hétérogénéité. Il n'hésite pas à affirmer qu'en France, il existe un numerus clausus sournois et inavoué, de fait, sinon de droit. Et il observe « Les journaux juifs que je reçois cachent fréquemment leurs titres sous la bande d'envoi, comme s'ils craignaient de me causer du tort. » Échaudé par l'histoire et ses horreurs, il y consigne son effroi devant des incidents que l'on a tendance à juger banals, mais dont il craint qu'ils ne soient révélateurs d'une haine tenace, qui peut un jour se transformer en violence ou en absence de réaction devant la violence. Il observe sous les apparences d'une laïcité donnée en exemple que la France, je le cite, reste malgré les changements considérables un pays catholique, comme l'Amérique est un pays protestant. Et il en veut pour preuve la demande faite par le général de Gaulle, prenant le pouvoir au pape, de bénir la France et les Français, se demandant si le juif fait partie de cette France-là, et si en réalité les chefs d'État ne font pas comme si le juif n'existait pas. Il se défend d'avoir une telle attitude de méfiance et de prudence en raison de son histoire personnelle. Ça sera très difficile, madame, mais je vais essayer. Il se défend d'avoir une telle attitude de méfiance et de prudence en raison de son histoire personnelle et de ses antécédents en terre musulmane, ajoutant « Je l'ai cru moi-même jusqu'à mon premier voyage en Europe. » Il avoue franchement que le sentiment de non-appartenance à la communauté nationale qu'il avait en Tunisie n'a pas disparu avec son installation en France. Mais enfin, écrit-il à ce propos, les peuples, aujourd'hui encore, vivent leur vie collective de manière nationale. Je me sens plus ou moins à l'écart de cette vie et de la nationalité commune. Dans un dialogue avec un interlocuteur fictif, il se disculpe et rejette la faute sur le refus ou l'indifférence manifestée par les Français. Ainsi, l'accusation se vérifie. Ainsi, juif, vous vous avouez apatride et cosmopolite. De vous-même, vous vous refusez à la nation. Ah, je ne refuse rien. Qu'est-ce qui se vérifie? Est-ce bien mon refus ou le refus des autres? Il ajoutera dans ce livre sans complaisance, tranchant comme une lame, « Je n'ai jamais pu dire « nous » en songeant à ces lignées historiques dont se prévalent nos concitoyens. Je n'ai jamais entendu un autre juif dire « nous » sans tiquer, sans le soupçonner d'étourderie, de complaisance ou de forcer sa langue. L'œuvre exprime en filigrane, dans plusieurs occurrences, la crainte d'une nouvelle période de Vichy, etc. Je passe sur cela. Donc, à chaque nouvelle crise, à chaque tournant politique,
une sorte d'angoisse ressurgit dont il parle très bien. La fin de ce beau livre est déchirante, car l'examen philosophique de la condition du juif et la quête rationnelle de réponse à son inquiétude dévoilent la propre souffrance de l'auteur, dans un passage dominé par un jaillissement d'images et une syntaxe saturée d'interrogatives et d'exclamatives, révélateur de la subjectivité d'une âme tourmentée et accablée par la douleur, celle de l'auteur lui-même qui, en faisant le portrait du juif, a fait le sien propre. Pourquoi les juifs ont-ils en effet un peu de leur cœur ailleurs? Pourquoi les juifs vivent-ils si souvent avec une partie de leur âme au-delà du pays qu'ils habitent? Ah, si tous ces gens savaient comme il est harassant de ne pas être sûr de pouvoir mourir au lieu de sa naissance. Dans la série des trois bonheurs, cette souffrance liée à ce qui apparaît comme une impossibilité de l'intégration disparaît presque complètement, la distance des ans ayant, en apparence seulement, arrondi les angles et suscité une certaine sagesse. Je passe sur l'ensemble des citations qui le démontrent et j'arrive au portrait du décolonisé qui est une œuvre très, très complexe. Dans cette œuvre, il jette un pavé dans la mare de l'harmonie et de la réconciliation universelle des bonheurs, en s'en prenant violemment aux décolonisés et particulièrement aux arabo-musulmans, auxquels appartiennent ses anciens concitoyens tunisiens. Ce qui est frappant dans cet ouvrage polémique, c'est autant sa lucidité et la justesse de sa critique, qui aime bien châtie bien, que ce qu'on ne peut considérer que comme des amalgames et une absence d'empathie, révélateur d'un mécompte et d'un conflit non résolu. Je pourrais donner beaucoup d'exemples qui le démontrent, mais je vais passer sur ces exemples. Il y a beaucoup d'erreurs historiques, il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup d'affirmations qui ne sont pas justes. Mais je passe. J'évoquerai pour finir la terre intérieure, donc le titre de l'entretien accordé à Victor Malka, car il me semble que offrir la synthèse la plus aboutie relativement à la valse hésitation de Memmi dans sa perception de la France, comme du reste dans sa perception de la Tunisie, et peut-être également dans sa perception d'Israël. Je voulais juste dire quelque chose, bon, j'ai eu tort de passer sur ça. Pourquoi est-ce que j'ai intégré le portrait du décolonisé où il ne parle pas beaucoup de la France? C'est simplement parce qu'il me semble que ce livre est écrit à partir d'un point de vue qui n'est plus le point de vue du portrait du colonisé, donc dans lequel il parlait du point de vue du colonisé lui-même, alors que là, il parle d'un autre point de vue, donc, où la personne dont il parle est étrangère. Dans le livre de Malka, donc, il y a toute une série de... Enfin, cette thématique dont nous avons parlé durant tout le colloque revient souvent. Et globalement, pour aller vite, je dirais qu'il y affirme ces trois dimensions, en quelque sorte. Il est français, il est tunisien, il est juif. Et il rappelle que on lui avait, enfin, quelqu'un lui avait conseillé de prendre un pseudonyme, de prendre un nom de plume, et que ça l'a horrifié. Il rappelle par contre un autre conseil qu'il a eu, c'est Jean Lagache qui lui avait proposé ce que je viens de dire, mais il rappelle un autre conseil dans lequel donc on lui dit d'être toutes ces dimensions à la fois, de n'en rejeter aucune. Et je conclus donc français, juif, tunisien, plutôt dans le désordre. Ces trois composantes s'ordonnant selon les moments. Donc, parfois, il est
plus français, parfois il est plus juif, parfois il est plus tunisien. Il est les trois à la fois. En somme, cette triade aura accompagné l'écrivain durant toute sa carrière, lui occasionnant angoisse ou ravissement. Toute tentative de suppression ou d'atténuation d'une de ces composantes subit au bout du compte un échec cuisant. Elles sont incompatibles ou compatibles selon les circonstances ou l'humeur de l'écrivain, s'harmonisant ou se rejetant, s'opposant ou fusionnant. La perception de la France, très variable dans le second versant de son œuvre, est dépendante de sa perception des deux autres composantes de sa personnalité d'auteur, elle aussi sur toute la palette qui mène de la détestation à l'adulation, mais comme les deux autres composantes, et en même temps qu'elle, elle est fondatrice de son œuvre et elle en fait l'originalité.